Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Céline, vous décryptez l'actualité aujourd'hui avec vos deux chroniqueurs du jour, la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et Paul Belin, écrivain et essayiste. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. En forme olympique. En comme forme olympique, on est dans les starting blocks. Il va falloir, parce que ça fait 13 jours qu'Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, consulte, prend le pouls, la température pour trouver son Premier ministre, un profil capable de tenir la boutique à Matignon, tout en n'étant pas immédiatement censuré à l'Assemblée nationale. Et Xavier Bertrand pourrait, pourquoi pas, être nommé à Matignon. En tout cas, c'est l'hypothèse qui ressurgit aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être le trait d'union entre la gauche et la droite ? On va l'écouter, Xavier Bertrand. C'était le 9 juillet sur France 2. Il nous faut un gouvernement d'urgence. Avec, vous l'avez dit, les Républicains, les Indépendants, les différents partis de M. Macron et peut-être aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent clairement que notre pays ne soit pas bloqué, paralysé à l'Assemblée. Voilà, Xavier Bertrand, le 9 juillet, Paul Belin, l'hypothèse, la toute dernière, franchement, qui refait surface. Nous faire ça à notre rentrée d'éditorialiste, c'était quand même vache, parce que là, les hypothèses, en quelques jours, il y en a eu tout de même beaucoup. Sur l'hypothèse Xavier Bertrand, elle semblait se dessiner comme une hypothèse la plus plausible, après que le patron du CESE ait été doucement écarté, après avoir été promu Premier ministre potentiel pendant quelques heures. Voilà le tour de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, quand même, ça a été un des premiers à avoir fait acte de candidature. Dès la fin des législatives, il a fait part de sa disponibilité. Et il était un profil, il est vrai, qui cochait beaucoup de cases. Maintenant, l'annonce du Rassemblement national d'une censure immédiate, dès lors que Xavier Bertrand serait nommé à Matignon, ça change la donne. Parce que si jamais le Rassemblement national censure Xavier Bertrand, il y a fort à parier que le nouveau Front populaire fera de même. Le gouvernement Xavier Bertrand s'est terminé avant même d'être né. Et comme Emmanuel Macron a dit, moi je veux nommer un gouvernement qui sera stable, et c'est son premier critère, c'est ce critère de stabilité-là, eh bien Xavier Bertrand, a priori, serait hors jeu. Donc là, le président de la République, il va reconsulter, a priori, il a prévu des appels, parce que dans la configuration actuelle, l'hypothèse Xavier Bertrand, là, elle a pris un sérieux coup d'arrêt. Laetitia Strauss-Bonnard, sur ce choix de Xavier Bertrand qui refait surface. C'était un choix, et c'est un choix qui n'est pas idiot, parce que pour cette tâche de Premier ministre, Emmanuel Macron a certainement besoin de quelqu'un qui a une expérience politique, une bonne expérience politique, et qui est capable de parler à la gauche comme à la droite, ou même à l'extrême droite. Donc qui ne cherche pas forcément le consensus à tout prix, mais qui est capable peut-être sur certains textes de trouver des majorités, disons, opportunes. Simplement, le problème de Xavier Bertrand, c'est qu'il n'est pas aimé par le Rassemblement national. Il est même détesté, on peut le dire. Détesté. Le RN qui rappelle qu'il a eu des propos outranciers à leur égard. Mais parce qu'en fait, ça revient à une rivalité régionale. Ce sont deux camps qui s'opposent dans le Nord depuis longtemps, et c'est sûr qu'il n'a aucun avenir de Premier ministre dans ce cas-là. Mais plus largement, on peut se demander aussi si les noms qui sortent, qui filtrent, comme on dit, ne le sont pas aussi, disons, volontairement, pour que le commentaire se fasse, alors qu'au fond, il n'y a pas vraiment de décision très claire. Parce qu'il y avait aussi Bernard Cazeneuve, dont on a parlé, qui reste toujours d'actualité, mais qui est moins brûlant, on va dire. Ça donne plutôt l'impression alors peut-être pas d'une panique du président de la République, mais d'une très très grande incertitude. C'est quoi, c'est un poker menteur ? C'est quoi le projet ? Parce que... En tout cas, là, il y a quand même, là où il y a des artifices de communication depuis quelques jours, et ça peut être, à un moment donné, peut-être lassant aussi pour les auditeurs, téléspectateurs et électeurs, c'est de se dire, ce jeu de noms donnés comme ça au compte-gouttes, qu'on fait habilement fuiter toutes les semaines, dont on doit parler, etc., alors qu'il y a quand même, accessoirement, une nécessité de gouverner ce pays, à un moment donné, ça peut être lassant. Donc je pense que le président de la République, alors qu'il ait pris du temps, je le comprends. Oui, il y avait les Jeux Olympiques, la trêve olympique, après la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques cette fois. Et à chaque fois, on recule le curseur. Après, objectivement, la situation est difficile. C'est très difficile de trouver la bonne personne qui peut créer du compromis sans que ce soit du consensus mou et qui réponde en fait à un besoin de changement de politique qui n'est pas du tout le même. Qu'est-ce que vous appelez un consensus mou ? Le consensus mou, pour moi, c'était l'option de Thierry Baudet, par exemple, donc le directeur du CESE.
qui est plutôt centriste, plutôt progressiste sur les questions de société, mais pas trop. Sur les questions économiques, on ne sait pas trop, mais on se doute bien que ça, c'est pas un révolutionnaire. En même temps, c'est pas non plus un néolibéral. Donc, cette espèce de non-choix, qui est le contraire de ce qu'Emmanuel Macron, entre parenthèses, avait promis en 2017. Il avait parlé d'un gouvernement technique. On était plutôt sur cette touche-là. En 2017, c'était la révolution. Mais là, récemment, oui. Alors, technique, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas non plus dire que Thierry Baudet soit un technicien. Non. C'est plutôt un gouvernement Une société civile, comme on dit. apolitique. Ouais. Apolitique, ouais. Mais la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui soit capable de faire des compromis, mais qui soit pas dans forcément le consensus. La demande de changement, elle est claire de la société. Simplement, elle est très contrastée. La demande de la droite n'est pas du tout la même que celle de la gauche. La droite, l'opinion de droite en France veut, en gros, une politique régalienne un peu plus dure, beaucoup plus dure, et la gauche veut continuer à entretenir le modèle social existant et une politique régalienne qui soit moins dure. Vous voyez bien que c'est très difficile de trouver une personne qui peut faire les deux en même temps. Et Xavier Bertrand, les LR l'ont dit, on ne sera pas dans le blocage, on sera dans une démarche constructive. C'est quand même un pas en avant des LR. Alors, est-ce que ça peut marcher? On va en parler dans quelques instants, vous restez bien avec nous. On écoutera aussi Éric Ciotti, qui n'a pas été tendre, alors pas du tout. Il a dessoudé carrément, on peut le dire, Xavier Bertrand, vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis on aura également Alain qui nous écoute à Bordeaux, qui voulait réagir. On l'écoutera dans quelques instants. Merci de nous rejoindre Europe 1 13h. Il est 13h32 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. La suite d'Europe 1 13h avec vous Céline Giraud et Paul Melun, écrivain essayiste, et la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir. Ça tombe bien, on a Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Vous nous écoutez à Bordeaux et vous souhaitiez réagir sur ce casting qui n'en finit pas pour ce poste de Premier ministre. Bien entendu, bonjour Céline, bonjour à vos invités. Bonjour. Bonjour. C'est une décision qui risque de perdurer, j'allais dire, indéfiniment. Et la seule solution que je vois, moi, ça va peut-être étonner beaucoup d'auditeurs, beaucoup de Français qui nous écoutent, c'est tout simplement, et qui est, à mon avis, de PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple, c'est la reconduction de Gabriel Attal. D'accord. Alors pourquoi je dis ça? Non seulement, pas simplement parce qu'il est démissionnaire, je crois, depuis le 8 juillet 24, pour la gestion des affaires courantes, mais c'est parce qu'il n'y aura personne qui pourra arriver à dégager un consensus autour de sa personne pour nommer un nouveau gouvernement, être le nouveau chef du gouvernement. On trouvera toujours quelque chose, un défaut à la cuirasse. C'est complètement illusoire de croire que quelqu'un va y arriver pour une raison très simple. C'est le théorème de Pythagore de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Tant qu'il n'y aura pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas y avoir de décision qui sera prise durablement. Donc pour vous, on prolonge Gabriel Attal finalement. Mais on peut faire que ça. Et alors, le pire en réalité pour le président de la République, parce que c'est une affaire qui se retourne contre lui. D'ailleurs, c'est la célèbre formule du cardinal de Retz, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Le péché originel, c'est la dissolution. C'est la dissolution de l'Assemblée nationale à cause des résultats catastrophiques des européennes. Et donc, la dissolution. Qu'est-ce qui sort de la dissolution? C'est qu'en réalité, le seul groupe aujourd'hui qui peut faire basculer les affaires, c'est le RN. Oui. Malheureusement, pourquoi? Parce que non seulement c'est le groupe le plus puissant à l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui passe l'arbitre de toutes les décisions. Oui. En nombre. Toutes les décisions qui pourront être prises ne pourront passer que par la balle du RN. La preuve, la relance, entre guillemets, de Xavier Bertrand, elle ne peut pas s'effectuer parce qu'il y a une rivalité sourde et historique et durable entre les deux, c'est-à-dire entre Xavier Bertrand et le RN. Oui, pour ça, il faudrait que Gabriel Attal en ait envie de prolonger. Merci Gabriel beaucoup. Attal, merci beaucoup. Vous n'avez qu'à le regarder sur les photos et sur les clichés. Il ne demande que ça, la limite. Ça peut durer. Et ça peut durer. On va étudier le body language. Merci beaucoup, Alain. Et continuez à nous écouter, bien sûr, Europe 1 à Bordeaux. Merci beaucoup. Disons que la Paul Melun. proposition d'Alain est pas si
pas si loufoque que ça, parce qu'il est vrai que Gabriel Attal a quelques atouts, notamment sa popularité. Vous savez, les enquêtes d'opinion qu'on fait sur qui verrez-vous Premier ministre, il faut prendre toujours ça avec des pincettes, mais il arrive toujours premier avec Jordan Bardella dans un mouchoir de poche. Donc, et Xavier Bertrand ou d'autres arrivent bien en dessous. Donc, si on réfléchissait cette question du futur Premier ministre seulement à l'aune des enquêtes d'opinion, de l'opinion publique en France, peut-être que Gabriel Attal aurait ses chances. Maintenant, et c'est un peu ce que disait Laetitia Strauch-Bonnard tout à l'heure aussi, il y a quand même dans les législatives, dans les européennes, des volontés de changement. On pourrait changer les ministres dans ce cas-là. Alors, je suis pas sûr que ça suffise. Moi, je pense que là, si vous voulez, on arrive à un point où même un changement de Premier ministre, c'est pas énorme. Il y en a beaucoup qui aimeraient même un nouveau président, mais ça sera en 2027. Mais il y a, de la part de nos compatriotes, et il faut l'écouter, une volonté de changement profonde. Et un peu comme la réélection de Madame Braun-Pivet au perchoir, remettre les mêmes et on recommence. Faire du neuf avec de l'ancien, ça marche pas. Pour moi, ça va créer de la défiance, de l'inquiétude, de l'abstention, de l'antiparlementarisme. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a une vieille tradition de l'antiparlementarisme en France. Donc, on va être obligé, et le président de la République devrait nommer quelqu'un qui quand même va faire une politique. Moi, je suis pas trop fan du gouvernement technique. Je pense qu'il faudrait qu'il nomme quelqu'un qui fasse une vraie politique. Les Français, ils ont voté pour certaines choses. Aux européennes, ils ont voté pour le régalien, la lutte contre l'insécurité en plaçant le RN en tête. Aux législatives, ils ont voté quand même assez nombreux pour le NFP, donc pour la justice sociale. Il y a peut-être là-dedans quelques idées à mettre en place. C'est plutôt un vote par défaut qu'un vote d'adhésion, qui est dû aussi au désistement de second tour. Il n'y a pas une victoire de la gauche éclatante. D'ailleurs, si on regarde le nombre d'électeurs, il y a quand même en gros 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Pour le NFP, on est plutôt à 6 ou 7 millions. Donc, pour moi, il n'y a pas de plébiscite. C'est la gauche qui a raconté pendant des semaines cet été qu'elle avait été choisie d'une façon quasiment éclatante. Et on sait bien que c'est faux. Il y a quelque chose d'assez amusant dans la proposition d'Alain, c'est que finalement, on se rend compte que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas de nouveau Premier ministre et de nouveau gouvernement. Et que 49 jours exactement. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Peut-être qu'on peut réussir à vivre en France. Après, il y a l'histoire du budget. Il y a quand même une petite échéance budgétaire et on a un dérapage. On en a parlé même quand on a un gouvernement aux commandes, le budget dérape. C'est le scénario à la belge. Plus de gouvernement et tout va bien. Pourquoi pas? Alors justement, notre auditeur à Bordeaux, Alain, qui proposait Attal, c'est faire du neuf avec de l'ancien, on le disait. Mais l'ancien monde, c'est aussi Xavier Bertrand. En tout cas, c'est le sentiment d'Éric Ciotti, le fondateur de l'Union des droites pour la République. Il était l'invité ce matin de Florian Tardif à 8h10 sur Europe 1 et CNews. C'est pas crédible, Monsieur Bertrand, c'est l'insincérité incarnée, c'est l'absence de conviction. Il a combattu Monsieur Macron, il a soutenu Monsieur Macron, il s'est présenté à la primaire, il a dit qu'il arrêterait la politique, il a quitté LR, il est revenu. C'est un ancien système. Quand je voyais hier les auditions à l'Élysée, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Bayrou, c'est l'ancien monde, c'est le retour vers le passé, c'est des gens qui, quelque part, et je le dis, y compris dans ma famille politique, ont échoué, nous ont fait échouer, ont fait échouer la France. Donc il faut passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose. En tout cas, Éric Ciotti est clair. C'est son sentiment. Laetitia, sur le choix de Xavier Bertrand. On le rappelle, ex-LR, les LR qui ont fait un pas en avant. On le rappelle, ce matin, Laurent Wauquiez a dit on ne sera pas dans le blocage, on sera dans une démarche constructive. Donc, ils ne censureront pas le profil de Xavier Bertrand, mais c'est 47 députés seulement à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, il pèse très peu, mais tout de même, Éric Ciotti, là, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, parce qu'il parle d'insincérité, mais quelques semaines avant les élections législatives, il expliquait encore qu'il avait un programme économique très libéral, par exemple. Quelques semaines après, il s'allie avec le Rassemblement national, qui est anti-libéral au possible. Pardonnez-moi, mais l'accusation d'insincérité venant d'Éric Ciotti me semble quand même particulièrement mal placée. Finalement, ce sont des rivalités qui existent depuis longtemps au sein des Républicains. Et là, Éric Ciotti exprime simplement une forme d'aigreur vis-à-vis de quelqu'un qui a été son concurrent et qui pourrait prendre un poste qui l'intéresse peut-être. Après, sur la situation des Républicains, il bénéficie, je pense, de l'historique de ce parti. C'est quand même le parti héritier de l'UMP, du RPR. D'accord, mais là, vous êtes nostalgique. Voilà, il y a une forme de nostalgie. Alors, c'est pas que la nostalgie, l'histoire compte en politique. Les noms des partis, leur histoire, leur passé, ce qu'ils représentent, leur symbolique
compte. Mais Xavier Bertrand, c'est un gaulliste social, c'est ça? Oui. Ouais. Et pour certains, je pense qu'il est une sorte de gage de prudence, de peut-être une forme de conservatisme, mais dans le bon sens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas chercher la rupture pour la rupture, qui est capable de consensus. Mais attention, il n'est pas du tout apprécié par tout le monde chez LR. Là, on a entendu Éric Ciotti qui n'est plus chez LR, mais au sein de la droite républicaine d'aujourd'hui, beaucoup estiment que Xavier Bertrand n'est plus vraiment de droite, justement parce qu'il a mis en avant ce côté de droite sociale, pas très libérale sur les questions économiques. C'est un peu le point commun d'ailleurs entre Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il va chercher des profils qui sont déjà un peu en marge de leur famille politique. Bernard Cazeneuve, il a pris ses distances avec le Parti Socialiste, il a pris ses distances avec le Nouveau Front Populaire, il n'a pas envie d'être sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Et Xavier Bertrand, c'est pareil, il avait pris ses distances avec Laurent Wauquiez, on s'en souvient, il avait d'ailleurs quitté LR pour cette raison-là. Il fait partie, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, d'une droite UDF, je pourrais dire, d'un centre droit assez modéré, là où Éric Ciotti appartient à une autre tradition politique. Donc de la même manière qu'on avait théorisé les gauches irréconciliables, là vous avez quand même deux droites qui, si elles ne sont pas irréconciliables, en tout cas sont très loin en termes idéologiques. Donc après, Laurent Wauquiez par exemple, à droite, si on veut parler de LR, arrive quand même à faire un consensus un peu plus large. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'au sein de LR, c'était un peu le cas de Nicolas Sarkozy jadis, il faut réussir à rassembler les différentes familles de la droite, ne pas froisser un centre droit qui économiquement est plus libéral, qui est à certains égards un peu progressiste aussi, et à la fois une droite populaire, l'ancienne droite du RPR, une droite qui est plus radicale sur l'insécurité et sur l'immigration. Et faire cette synthèse-là, aujourd'hui, c'est pas facile. Est-ce que Xavier Bertrand aurait pu la faire? Pas sûr. Valérie Pécresse non plus. Est-ce que Éric Ciotti pouvait la faire? Non plus. D'ailleurs, il est parti. Donc maintenant, c'est entre les mains de Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez, il va jouer un rôle quand même déterminant dans les années à venir, puisque lui, ce qu'il vise, c'est 2027. C'est ça. Il veut enjamber cette histoire de Premier ministre. D'où cette espèce de pacte qui avait été conçu pour montrer que LR était un parti raisonnable, qui allait pas renverser le gouvernement, qui allait pas ajouter de l'instabilité à l'instabilité, mais qui serait exigeant et qui pourrait voter ça et là avec la majorité. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie. Maintenant, que Emmanuel Macron se tourne vers des profils comme Xavier Bertrand, c'est aussi plutôt habile. Parce que il faut aller chercher quand même les Français de centre droit, de droite, et Emmanuel Macron, de toute façon, il est obligé d'élargir sa base. Là, il a fait le plein, c'est terminé. Donc, pour aussi répondre à ce que nous disait Alain tout à l'heure, c'est la limite du profil Gabriel Attal, c'est que Emmanuel Macron ne peut plus gouverner sur sa seule base. D'où le problème aussi du gouvernement technique à la Thierry Baudet, parce que là, il élargissait pas. Donc, il faut qu'il élargisse ou à gauche ou à droite, sans froisser la droite et sans froisser la gauche. Comprenez un peu la difficulté. Et on va réécouter justement Xavier Bertrand, invité sur TF1, cette fois c'était le 1er juillet, et vous allez l'entendre, il est très critique à propos du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre, mais partisan d'un changement politique. On est à un moment historique. Et si on ne comprend pas que les jeux politiques, il faut s'en défaire. Que la politique n'est pas un jeu. C'est d'ailleurs ce que je reproche à M. Macron, qui a parié avec cette dissolution. On ne joue pas le pays un peu à la roulette russe. On ne joue pas à ça. Mais une chose est certaine, chacun devra prendre ses responsabilités. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est que l'on change de politique et que l'on respecte les Français. Voilà, qu'on respecte les Français, qu'on change de politique. Qu'en pensez-vous? On va en débattre dans quelques instants. Surtout, vous ne bougez pas. On va surtout se demander quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron, et on entendra Henri Guénaud. Très intéressant, son avis. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants sur 13h47 sur Europe 1, Europe 1 13h qui se poursuit avec vous, chers auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Et Céline Giraud, vous décryptez l'actualité aujourd'hui avec l'écrivain et essayiste Paul Melun et la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard. Et c'est un jour sans fin, un petit peu, on peut se le dire. J'ai l'impression de faire tous les jours le même lancement. Ça fait de 13 jours qu'Emmanuel Macron consulte, qu'il prend le pouls, et toujours pas de Premier ministre à Matignon. Il y a des profils qui viennent, qui repartent. Celui de Xavier Bertrand, on en a parlé longuement aujourd'hui, refait surface après que celui de Thierry Baudet, président du CESE, illustre inconnu jusque-là, se soit très vite dégonflé. Paul Melun sur ce profil de Xavier Bertrand qu'on a entendu juste avant la pause nous dire qu'il fallait que ça change, qu'indépendamment de cette divergence avec le président, il y avait une solution qui était possible. Moi, en tout cas, je souscris aux propos qu'il a tenus dans l'extrait que vous avez diffusé. Tout l'enjeu, si vous voulez, pour Emmanuel Macron, si jamais il nomme un Premier ministre politique, comme peut l'être Xavier Bertrand, qui est un président de région, qui a une longue carrière politique, qui connaît l'appareil, il a été ministre de Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui connaît à la fois les arcanes du pouvoir et qui à la fois est un élu local. Donc, il coche un certain nombre de cases,
et en même temps, comme dirait l'autre, il est quand même en capacité, si jamais il le souhaite, et surtout si jamais Emmanuel Macron le laissait faire, de mettre en place quelques éléments un peu de différenciation par rapport à ce qu'avait fait Emmanuel Macron jusque-là. Parce que là, on a quand même 7 ans depuis 2017, où peu ou prou, on a suivi la même politique. Et la leçon à tirer des élections législatives, c'est que les Français, globalement, refusent ou rejettent cette politique-là. Puisque si on additionne les voix du NFP et les voix du Rassemblement national, dans 2 directions différentes, il y a une forme de désapprobation de la politique du Bloc central. Bloc central qui a été réduit quand même à la portion congrue, qui a réussi à sauver les meubles grâce à la stratégie de barrage républicain et à la stratégie politique déployée avec brio par Gabriel Attal. Mais aujourd'hui, on est obligé de sortir de ce pur macronisme. Sauf effectivement à mettre en place un gouvernement technique qui ne changerait rien, qui ne ferait guère que gérer les affaires courantes et essayer d'éviter sa propre censure. Mais vous comprenez là quand même la difficulté pour le gouvernement à venir. Et je pense, moi, en termes de pure stratégie politique, par-delà les considérations idéologiques, qu'un profil comme Xavier Bertrand à droite ou un profil comme Bernard Cazeneuve à gauche, ça reste une meilleure option qu'un gouvernement technique parce que ça nous met pas dans l'immobilisme quelque part. Laetitia. Je suis complètement d'accord avec vous. Dans un monde idéal, on aimerait avoir un Premier ministre de cette trempe, mais c'est aussi peut-être le point faible de ce genre de profil parce qu'il constitue des menaces pour Emmanuel Macron. Il lui-même doit être pris dans des, disons, face à des injonctions contradictoires, parce qu'en même temps, il ne faut pas que la France devienne ingouvernable, mais d'un autre côté, s'il choisit quelqu'un qui mène très bien sa barque, eh bien, il risque d'effacer Emmanuel Macron. Et on a bien vu qu'Emmanuel Macron n'arrive pas à gouverner, enfin, d'ailleurs, lapsus, c'est pas lui qui gouverne, il n'arrive pas à présider en partageant le pouvoir avec un Premier ministre. Il a quand même essayé et usé beaucoup de Premiers ministres avec des profils très différents. Édouard Philippe, qui était un bon Premier ministre, justement, a été trop bon pour rester. Monsieur Castex, c'était le choix un peu plus technicien. Ça n'a pas duré non plus. Ensuite, Madame Borne, à la fois technique et politique, ça ne va pas non plus. Gabriel Attal, enfin, vraiment, il essaie tous les styles. Ça ne fonctionne jamais. Et Alexis Brézé, ce matin, sur notre antenne, disait le chef de l'État ne se résigne pas à subir une cohabitation. Il veut bien admettre à la rigueur qu'il n'a pas gagné les élections, mais il ne veut pas reconnaître qu'il a perdu. Mais on est vraiment là-dedans, Laetitia. C'est complètement ça. Je pense Alexis Brézé a bien saisi la psychologie aussi de notre président de la République, qui est quand même quelqu'un qui n'aime pas perdre et qui n'aime évidemment pas reconnaître qu'il a perdu. Il est en quelque sorte acculé aujourd'hui. Parce que il a souhaité aussi depuis le départ dépasser le clivage gauche-droite. Il voit aujourd'hui que ça n'est pas possible et qu'il se trouve critiqué et à gauche et à droite. Parce que quand les gens, les Français en majorité demandent une nouvelle politique, comme on l'a dit tout à l'heure, ils demandent des choses très différentes à gauche et à droite, ce qui signe finalement l'échec total du macronisme et de cette tentative de dépassement. On va écouter Henri Guénaud, ancien député et conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Écoutez son éclairage à propos du centre de gravité. Il n'y a pas de candidat idéal. Personne n'est en mesure aujourd'hui de réunir une majorité stable à l'Assemblée nationale. On peut vouloir voir arriver Xavier Bertrand à Matignon pour ses compétences, pour ce qu'il incarne, pour ses valeurs, pour sa personnalité, pour son caractère, mais pas parce qu'il est au centre de gravité, parce qu'il n'y a pas de centre de gravité discernable. La France ne se droitise pas. Le centre de gravité de la France n'est pas à droite. La France se radicalise. Le président de la République aurait dû convoquer ceux qui sont arrivés en tête en nombre de sièges, leur demander un nom, désigner la personnalité, quitte à ce que l'Assemblée ensuite le censure. Voilà, Henri Guénaud, chez nos confrères de LCI. Le bon sens près de chez vous, en fait. Moi, c'est assez simple. Je partage complètement son analyse. J'ai entendu Nicolas Sarkozy dire la France n'a jamais été aussi à droite sans le Figaro. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, Marine Le Pen elle-même, si tant est que ce soit elle qui incarne la droite, refuse d'incarner la droite. Elle nous dit je suis par-delà le clivage gauche-droite. Donc, à un moment donné, Henri Guénaud, qui est un gaulliste de conviction et historique, sait très bien que la France contemporaine n'est pas plus à droite que la France n'était à droite en 1958.
1968 au moment de la Constitution avec De Gaulle. Oui, Donc, il faut le dépasser, ça. Et en tout cas, c'était une des rares vertus que je trouvais au macronisme initial, c'était ce dépassement du clivage gauche-droite, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut penser la France différemment, avec d'autres repères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées de gauche et des idées de droite, des idées de gauche au plan économique, des idées de droite au plan régalien. Tout ça s'entend, mais l'appel des Français, c'est un changement radical. Radical, ça ne veut pas dire extrémiste. Radical, c'est le retour à la racine. Et ça, c'est important. Et ça, il faut l'entendre. Et je me désole que, avec cette dissolution anticipée et avec les résultats de cette dissolution, on n'ait pas quelque chose de clair. Et ces trois blocs qu'on voit là ne permettent pas de gouverner en rupture. Et pourtant, les Français, ils veulent de la rupture. Quand on vote pour le nouveau Front Populaire, on veut de la rupture. Quand on vote pour le Rassemblement National ou pour ses alliés avec Éric Ciotti, on vote aussi pour la rupture. Et on va se retrouver avec un gouvernement qui va essayer de faire consensus tant bien que mal, ce qui se comprend politiquement, mais qui ne répondra pas à ce besoin de rupture. Et le Rassemblement National, je le rappelle, l'a dit tout de suite, immédiatement après que l'hypothèse Xavier Bertrand ait refait surface, ils s'opposeront donc à ce gouvernement Xavier Bertrand, censure directe, ou Bernard Cazeneuve, mais il pourrait accepter un gouvernement technique sous certaines conditions. Voilà ce que dit le Rassemblement National à la mi-journée. Pour réagir sur la droitisation de la France, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites et ce que dit Henri Guénaud. On le sait dans les enquêtes d'opinion, dans les travaux de chercheurs, qu'il y a une droitisation lente, progressive de la France depuis les années 80. Et notamment sur les sujets régaliens. Tout ce qui est sécurité, immigration, c'est évident. Et même les gens de gauche sont plus à droite sur ces questions que, disons, leurs prédécesseurs dans les années 80. Est aussi au cœur des tractations. Donc il y a vraiment une droitisation. Là où vous avez raison, c'est que c'est sur les sujets de société, par exemple, tout ce qui concerne les mœurs, la famille, la vision de la famille, la vision de la procréation. Enfin, ça, il y a en effet une gauchisation, une libéralisation des mœurs qui d'ailleurs est reflétée aussi par le Rassemblement National, parce qu'au Rassemblement National, on n'a pas du tout affaire à des conservateurs sur les questions des mœurs. Donc, tout de même, il y a une droitisation, une légère droitisation du pays. Là où Henri Guénaud a raison, c'est qu'elle n'est pas reflétée par le dernier vote. Mais ça ne veut pas dire que dans la France, l'opinion ne se situe pas quand même un peu plus à droite qu'à gauche aujourd'hui. Ouais. En tout cas, ça nous promet effectivement des débats enflammés, ce casting qui se poursuit et qu'on va suivre sur Europe 1. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois que je reviens à votre micro, Céline, on a un premier ministre. Je ne suis pas sûre. J'espérais beaucoup hier. Je suis beaucoup moins optimiste aujourd'hui. Merci Paul Melun. Merci beaucoup Laetitia Strauss-Bonnard. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.